la source de la crise politique dans ces pays remonte en 1960. En 1960, et c'est quoi cette source-là? C'est cette légitimité brisée. La force de traction, c'était d'abord son identité idéologique. Joseph Kabila est le fils de son père, c'est un nationaliste, patriote, et dont le rêve premier est d'abord de préserver l'héritage hérité des pères fondateurs de ce pays. Et cet héritage, c'est d'abord l'unité de ce pays. Sans doute agacé par tant d'ingratitude, vous avez lancé l'anathème. Après moi, ça serait le déluge. Nous y sommes malheureusement. Je viens pour cela vous demander aujourd'hui de nous délier, de délier le pays de cette terrible et malheureuse sentence. Le Congo va mal. Le Congo va mal, très mal. Et je crois bien que, plus qu'une prédiction, cette parole prononcée, sûrement dans un contexte d'incompréhension, nous vaut le désagrément et le désordre que l'on observe dans tous les domaines de la vie nationale. Quelques mauvaises informations, il y en a aussi des bonnes à vous donner très rapidement en ces débuts de semaine. Nous osons croire que vous commencez votre semaine du haut de votre forme comme nous. Acceptez nos salutations distinguées, salutations patriotiques depuis Mbujimaï sur nos terres fertiles de Bakwanga, où nous avons posé nos valises ce matin, en ce début de semaine. Nous pensons que tous et chacun, vous allez bien. On a quelques infos à partager très rapidement et d'ores et déjà, nous vous présentons nos excuses pour la qualité du son et de l'image qui pourrait laisser à désirer. De toute façon, vous savez à quel point nous accordons beaucoup d'importance à la qualité des contenus que nous vous offrons. Donc, vous savez comprendre que nous nous filmons par un téléphone, donc une image amateur, mais le plus important n'est pas le contenant, mais peut-être le contenu que je m'apprête à vous donner. Voilà. La grande effort, comme vous le savez, c'est donc le discours programme de la première ministre, Madame Toulouka, qui sera aujourd'hui devant les députés. Vous savez tous, dans la vidéo que j'ai faite hier, je suis revenu un peu largement sur les grandes lignes de son programme d'action gouvernementale, mais également sur la prédéfense qu'elle a faite samedi au chapiteau de l'hôtel Pullman devant les députés, une sorte de présentation en avant-première. Donc, cela avait heurté ou choqué certaines personnes entre vous. Mais en gros, parce que je ne souhaite pas m'éterniser sur cette info, je sais que nous y reviendrons, même ce soir. On aura beaucoup de temps, peut-être dans un live. Retenez déjà qu'elle souhaite accorder beaucoup d'importance à la restauration de l'autorité de l'État. En gros, elle souhaite mobiliser 90 milliards sur les 5 ans, en fonction notamment des 18 milliards pour la première année. Alors, je sais que beaucoup vont dire, 18 milliards, oui, on a déjà 16 milliards. Ce qui est important pour notre peuple n'est pas qu'on mobilise autant, mais que cela se ressente. Parce que Matata l'expliquait sur Télé 50, il n'avait que 4 milliards de budget. Avec 4 milliards, il a fait beaucoup de grandes choses. Et par contre, Sam, lui, à 16 milliards, il laisse le pays, par exemple, sans avion. Donc, nous souhaitons que si on arrive à mobiliser autant, que cela se fasse ressentir dans l'assiette du contribuable. Je reviendrai très largement sur ce programme de la première ministre. Mais d'abord, les mauvaises informations. En ce moment, les politiciens, ils sont à Kinshasa. Les ministres veulent bien. Je souhaite que le programme de la première ministre soit adopté, soit validé. Et que le gouvernement soit investi. Les députés ont fait du chantage à un certain moment. Certains ont continué à récolter des signatures, mais tous ont oublié que notre pays est frappé par des catastrophes en ce moment. Je voudrais commencer par la moins pire. La moins pire, c'est cet incendie qui a ravagé le quartier Nyamugo dans la commune de Kadoutou, à Bukavu. Tout un quartier parti en fumée. Ça, c'était hier. Les images sont affreuses. On y voit des fumées épaisses, des flammes de feu qui ravagent sur leur passage des maisons entières
Les dégâts sont énormes, vous connaissez tous le relief de Bukavu, le service de secours ont éprouvé beaucoup de difficultés pour venir à bout de ces feux ravageurs. Les dégâts sont énormes pour l'instant. Nous n'avons pas encore le bilan définitif. Mais là, vous pouvez suivre les autorités, les comptes officiels. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Vous voyez sur les images comment le flamme de feu ont ravagé la population inconsolable. Tout le monde ce matin encore à Bukavu et sous les chocs dans ce quartier de Nyamugo qui a déjà été ravagé par un autre violent incendie en 2022. Donc ce matin, c'est une des mauvaises informations qui rythment l'actu dans notre pays. Malheureusement, ça c'est dans les médias, mais les officiels, eux, c'est pas vraiment leur truc, parce que beaucoup sont préoccupés maintenant à voir ce qui se passe au Parlement. Une autre mauvaise information, vous regardez dans les images, l'attaque des Béni, 3 localités des Béni attaquées par les ADF. Cette attaque est définie comme étant la première attaque la plus violente revendiquée par la plus meurtrière revendiquée par les ADF, en tout cas pour ces dernières semaines. Il y a eu des morts. Les sources locales parlent d'environ entre 60 et 70 morts. 60 et 70 morts, et les sources officielles parlent d'une quarantaine de morts. Alors, l'attaque a eu lieu vendredi dans la soirée. Il y a eu toute la journée de samedi, toute la journée de dimanche. Et ce n'est que ce matin que notre gouvernement a fait un communiqué dans lequel il condamne cette attaque meurtrière. Communiqué intervenu évidemment après un tollé sous la toile. Il y avait déjà des confrères, des journalistes, des lanceurs d'alerte, des gens indignés qui ont fait des tweets, des messages sur Internet pour dire que ce n'était pas croyable, c'était totalement inadmissible qu'après une attaque aussi meurtrière, que le gouvernement ne fasse pas de communiqué, que la présidence ne fasse pas de communiqué, que personne ne dise rien, qu'il y ait ces silences de cimetière. Bien, on a compris que tous les week-ends, notre classe politique était en mouvement parce que on attend, tous les regards sont rivés sur le palais du peuple où l'on doit, sauf imprévu, investir le gouvernement aujourd'hui. Du coup, le reste est à l'arrêt. Le rapport fourni par le gouverneur militaire dans le communiqué du gouvernement est assez exhaustif de ce qui s'est passé. Mais n'oubliez pas que dans la région, il y a des opérations conjointes qui sont menées entre l'armée congolaise et les UPDF, l'armée ougandaise. Ces opérations de mutualisation qui visent à neutraliser les ADF. On ne comprend pas comment ils continuent à sévir. C'est vrai, nous pensons que les opérations ne vont pas aussi immédiatement mettre fin à une guerre asymétrique. Les ADF qui sont affiliés à l'État islamique, mais nous souhaitons quand même qu'il y ait plus d'efforts. Et comme Kamer l'a dit, l'Ouganda est également pays complice dans cette attaque du Kivu, et donc nous ne pouvons pas totalement compter sur lui. Là, à côté de ça, peut-être une lueur d'espoir, c'est Biden et Emmanuel Macron qui appellent le Rwanda à couper tout soutien au M23, qui appelle les deux partis, enfin le parti en présence à cesser leurs hostilités, à privilégier le dialogue. Et le dialogue qui nous ramène évidemment à ce que nous ne voulons pas, au processus de Nairobi, au processus de Luanda, qui nous invite à discuter, à échanger, à dialoguer. C'est vrai, toute guerre finit par là, mais bon, est-ce que c'est toujours une bonne idée? Nous y reviendrons dans nos prochaines livraisons. Voilà. Il y a eu mort à Béni, des morts éventuellement, des dégâts importants, des dégâts très importants à Bukavu, dans la commune de Kadutu. Par contre, il y avait un match de football intéressant au stade de Martyrs face à une équipe togolaise quasi invincible. Les Léopards ont réussi à faire l'impossible. Les Fauves ont inscrit un but, des victoires face à cette équipe, et le président Tshisekedi était au stade. Je vous propose de regarder un extrait de cette rencontre. On revient très rapidement pour continuer notre échange de ce matin. Un soir, pour poursuivre son histoire.
Les Léopards de l'RDC l'ont fait en battant ce dimanche 9 juin 2024 au stade de Martyrs les éperviers du Togo en match aller de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026 Canada, Mexique, États-Unis d'Amérique. Attention Yohan Wissa, et c'est le premier but, c'est le but. Il y a une fusée qui a débordé. Il fallait s'imposer après les précieux nuls concédés à Dakar lors de la 3e journée face au Sénégal. Pour cette délicate mission, le 11 national avait besoin du 12e homme qui a, à cette occasion, répondu présent. Porté par ce grand public, mais aussi et surtout par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier sportif congolais, les Léopards ont montré un beau visage dans un début de match tonitruant. Déjà à la 6e minute, les Fauves ont pris de l'ascendant sur leur adversaire grâce à un but de Meshak Elia. Les publics exultent et son président aussi. La suite de la rencontre était caractérisée par des occasions manquées et de nombreux déchets dans le jeu des Léopards qui ont failli se faire peur à plusieurs reprises. Ce score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Fusée qui a débordé sur le flanc gauche et quand même... Précieuse victoire donc pour les Congolais qui obtiennent 7 points ex aequo avec le Soudan 2e du groupe qui jouera mardi contre le Soudan du Sud et le Sénégal 8 points provisoirement premier du groupe. Et c'est dans cette euphorie que le chef de l'État est descendu dans le vestiaire pour féliciter et encourager les athlètes des deux pays. Je sais que vous allez y arriver. Vous avez vu, on a un public formidable, donc vous n'avez pas d'excuses. On met toutes les conditions de telle sorte que vous n'ayez vraiment aucun souci que celui d'être les meilleurs sur le terrain. La phase aller de ces éliminatoires se clôture pour les Léopards le 21 mars 2025 à Kinshasa et ce sera contre le Soudan du Sud. Et voilà donc pour ce match au stade de Martyrs avec la présence très remarquable du président Tshisekedi. Le reportage porte la signature de nos confrères de la presse présidentielle. Vous voyez qu'on peut être à distance, on peut être bien loin de Kinshasa et continuer à vous tenir au courant. Il y a d'autres choses que je veux vous donner. Je voudrais qu'on reste pas très loin du stade de Martyrs. On reste pas très loin du stade de Martyrs, à côté au Palais du Peuple. Là-bas même, comme je le disais, où les députés vont écouter le discours programme de la Première ministre. Et là, pour parler de notre cas, on ne sera pas à l'Assemblée nationale, mais plutôt dans la chambre sœur. Au Sénat, ce qu'on appelle là-bas la chambre haute. Hier, dans la vidéo que j'ai faite hier, j'ai fustigé la polémique qu'il y avait entre les deux doyens d'âge, Jonas Monkamba Kadiatanzemba et Pascal Kindelo. L'un avait été investi, reconnu comme étant doyen d'âge, il est devenu président du bureau provisoire, et l'autre, dont le mandat a été validé récemment, voudrait bien prendre la place et exercer son droit d'aînesse. J'avais appelé les deux personnalités à privilégier la sagesse parce qu'ils font partie de deux grandes figures qui ont tout réussi dans leur vie et nous ne souhaitons pas qu'ils nous offrent ce spectacle désolant. La bonne info, c'est que les deux ont fini par s'accorder à trouver un compromis. Il y a eu une sorte de paix de brave au niveau du Sénat. Évidemment, il y a eu des bons offices de M. Augustin Kabouya, sénateur, qui a rassemblé les deux partis, Pascal Kindelo et Jonas Monkamba. Pascal Kindelo qui a donc privilégié la voie de la sagesse, qui a accepté de taire toute divergence et de renoncer à ce qu'il considérait comme étant son droit d'aînesse et de laisser Kindelo continuer son mandat. Voilà, c'est une très bonne chose. Légalement, je ne sais pas si c'est possible. Fallait-il que Kindelo laisse la place? Fallait-il qu'il continue? Dans tous les cas, j'ai cherché au niveau de l'article 114 de la Constitution qui confère le pouvoir au bureau provisoire ou au bureau d'âge. Je n'ai pas vu comment la Constitution prévoyait une reprise entre les deux doyens d'âge. Donc, je n'ai pas vu. Donc, ici, je ne sais pas si on a violé la loi,
Mais nous avions, nous, personnellement, nous ne souhaitons pas nous contredire, nous avions appelé les deux baobabs à privilégier la voie de la sagesse. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait et nous ne pouvons que nous limiter là, en attendant le juridisme, parce que dans ce pays, tout le monde est juriste, tout le monde a des choses à dire, à reprocher, tout le monde est spécialiste. Bien, nous ne pouvons pas nous affairer là où nous n'avons pas d'expertise avérée. Expertise avérée. Voilà. Juridisme, je voudrais qu'on y reste. Parce que il y a le Mbouta Jean-Claude Wemba, qui est un fervent téléspectateur, un inconditionnel de votre émission. Il a créé la surprise en se rendant à Rabat, au Maroc, au cimetière chrétien, là où repose, du moins pour l'instant, le maréchal Mobutu. Le président Tshisekedi avait promis qu'on rapatrierait son corps. Nous attendons toujours la concrétisation de cette promesse. Jean-Claude Wemba, à la dernière mandature, était président de l'Assemblée provinciale dans le Congo central, sur nos terres bénies de l'ex-Bas-Congo. Il avait été destitué dans les conditions que vous connaissez et tout ça. Voilà, on n'a pas besoin de revenir. Il est très opposé à toute révision de la Constitution ou au changement de la Constitution, dont il estime que le seul bénéfice serait d'accorder un mandat à vie à M. Félix Tshisekedi. Il est allé en parler au maréchal, comme Mama Olive qui parlait un jour à Musée Laurent Désiré Kabila. Il est allé en parler au maréchal Mobutu, une sorte de dire au maréchal de retirer la malédiction qu'il avait proférée sur notre pays quand il disait qu'avant lui, après lui, ce serait le déluge. Il a donc supplié le maréchal qu'il retire son esprit et qu'il arrive à convaincre à ceux qui sont en place que l'idée de changer des constitutions est suicidaire. Enfin, c'est un peu discutable, ici ou ailleurs. Je vous laisse suivre Jean-Claude Wemba. On revient très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre. On reviendra pour continuer l'échange de ce matin. Papa Maréchal, je suis venu à vous, Papa Maréchal, me recueillir et me rapprocher de votre esprit, comme je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion de venir à Rabat. Les Bambouta de ce nous Congo disent Samba Koulouankou, Kosambi Koulou Kwenoko. Je m'adresse donc à vous, un des grands esprits du Congo Zaïre, comme je m'adresse au Bankoulou, au Bisimbi, Congo, parce que je me suis toujours reconnu en vous, pour avoir parrainé et fait confiance à mes débuts en politique. La visite d'aujourd'hui est particulière. Je me suis en effet souvenu d'une parole douloureuse que vous avez eu à prononcer au cours de votre règne. Sans doute agacé par tant d'ingratitude, vous avez lancé l'anathème « Après moi, ça serait le déluge ». Nous y sommes malheureusement. Je viens pour cela vous demander aujourd'hui de nous délier, de délier le pays de cette terrible et malheureuse sentence. Le Congo va mal. Le Congo va mal, très mal. Et je crois bien que, plus qu'une prédiction, cette parole prononcée, sûrement dans un contexte d'incompréhension, nous vaut le désagrément et le désordre que l'on observe dans tous les domaines de la vie nationale. Les Congolais ont-ils été maudits? Je vous conjure en votre qualité, d'ancêtre, je vous demande d'intercéder auprès de Bambouta pour changer le...
président de la République Félix Antoine Tshisekedi ananiengea wakati tulikuwa hapa ya inane l'année passée wengine baraza kututaka parce que tulikuwa tu ni safari ya mbio na kurudia, tunasema président de la République anatutuma ili tujenge masomo, wengine baraza kututupea. Sio hivi mnaona alimilaka vitu ngapi? Vitu ngapi? Nini na nini? Masomo na wala masomo naisha. Après kuisha masomo tunafika kuatakia vitu ya nini? Ya hospital tu ya santé. Ye ni mtu kama anasema eko natimiza, ananielezea general wende kule ni mugini ya ancien president wetu mwenyewe alikreye service national Mzee Laurent Desire Kabila. Inafaa tuonore jina yake, tujenge hospital mujina ya Laurent Desire Kabila, tujenge masomo mujina ya Laurent Desire Kabila. Eske ni mzuri ou bien mubaya? Unafurahi au mfurahi? Accent sur le sous-province, masomo na bakia yenu muutilize mzuri, mu esprit ya gratuité ya enseignement. Kama mkubitu kidogo vitatoka president anatuma au malivre manini atasabu oui école ya service national Mzee Laurent Desire Kabila. Et en outre, je vous remercie aussi en tant que responsable du service national pour cette œuvre grandiose qui reste non seulement dans la sous-division mais dans toute la République, œuvre remarquable et sensible. L'année passée, nous avons été ici pour la première fois leur annoncer que le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, m'avait mandaté d'entrevoir la possibilité de mettre tout en œuvre pour que, encore au village natal d'un ancien président, en l'occurrence Mzee Laurent Desire Kabila, soit doté d'une école construite par le service national. L'actuel président Félix Antoine Tshisekedi tenait à honorer Mzee Laurent Desire Kabila en sa qualité d'initiateur du service national. Il a fait. Il a mis tous les moyens à notre disposition pour construire cette école. Vous venez de la visiter, l'école est totalement terminée. Au mois de septembre, les élèves, les enfants vont profiter de cette école pour apprendre, pour leur apprentissage. C'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui me fut donnée par la haute hiérarchie du pays. Et j'en suis fier. Bouta Jean-Claude Wemba, nous lui transmettons nos salutations. On espère qu'il aura le temps de suivre l'interview. Là, je vous laisse discuter et dire ce que vous pensez. Vous pouvez nous mettre tous en commentaire. C'est très important pour nous de lire ce que vous pensez. On reste dans le registre des morts pour parler de notre mort, à qui un groupe de gens, un autre mort qui a reçu la visite de ses proches, avant de vous parler de la grosse interview de Néhémie Mouilania, qui estime que Joseph Kabila était incompris et qu'on a tout dit à son sujet, sauf la vérité. Je vous mettrai un extrait de son interview. Mais d'abord, Salomon Skadela, qui est de retour, qui marque son mandat. Il s'est rendu à la nécropole entre ciel et terre pour se recueillir sur la tombe des chérubins au Kende, d'heureuse mémoire. Salomon a dit qu'il a manqué aux obsèques de chérubins, non pas parce que il ne les voulait pas, mais parce qu'il en avait été empêché, étant donné qu'il était en détention. Il a dit ce qu'il pensait. Je vous laisse suivre ce reportage. Et on reviendra pour suivre cette grande interview de Néhémie Mouilania, qui a encore tout son sens aujourd'hui. Les morts ne sont pas morts, les morts sont avec nous.
Ils nous voient, ils nous entendent. Ils ne peuvent pas venir dire au revoir à Chérubin Okene. Vous avez dit un camarade du parti, non. Il était plus que ça. C'était un frère pour moi. C'était un ami et aussi un camarade du parti. Je ne suis pas venu parce que je ne voulais pas. C'est parce que je ne savais pas venir. Aujourd'hui, comme je peux venir, c'est un devoir. Un devoir en tant que frère à Chérubin, de venir lui dire au revoir, de lui dire adieu, parce que je suis un croyant. Je sais que les jours derniers, on se reverra. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire à Chérubin. Je lui ai dit qu'il repose en paix, quelqu'un de juste, et il doit reposer parmi les justes, à côté de notre Père céleste. C'est là sa place. Et voilà, dans la vidéo que j'ai faite hier, j'ai commencé par vous dire que tout a été dit à son sujet, envers et contre lui. Mais sauf un détail, la vérité. On a dit beaucoup de choses sur l'ancien président, mais il manquait la vérité. Alors, je voudrais vous laisser suivre cette interview de Néhémie Mouilagna. Une interview que nous ressuscitons et qui a encore tout son sens dans le contexte d'aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de vous laisser cette interview réalisée par nos confrères des Radio Kapi. On suit et ce sera la fin pour cet entretien. Merci à tous et à chacun pour le temps que vous avez pris à nous regarder. Professeur Néhémie Mouilagna, bonjour. Bonjour, Alain. Alors, pour commencer, cet ouvrage, quelle est l'opportunité de publier cet ouvrage en ce moment? Nous savons que nous sommes dans une année préélectorale. Pourquoi ce livre maintenant? De toutes les façons, c'est un exercice qui devait être fait tôt ou tard. J'imagine même que ça devrait devenir une tradition lorsque on a été en charge et à la fin du mandat, on a des devoirs de redevabilité. Non seulement rendre compte de ce qui a été fait, mais également poser des balises pour ceux qui viennent. Ça permet de gagner du temps, des ressources, éviter la tentation de la table rase de la part de ceux qui arrivent, et ça permet aussi de reconstituer la mémoire collective de notre peuple. Et donc, on a voulu jeter ces regards rétrospectifs sur cette période particulière, la gouvernance de notre pays, pour certes éclairer notre peuple, orienter les nouveaux dirigeants, mais en même temps, essayer de prendre du recul pour nous-mêmes, voir ce que nous avons pu accomplir de grands, mais aussi des faiblesses inhérentes à toute œuvre humaine, et se remettre donc à l'école et apprendre de nos erreurs. Alors cette interview est pédagogique, elle va nous permettre à la fois de parcourir les livres. C'est vrai que ce n'est pas dans une émission de 30 minutes, on va parcourir près de 350 pages de l'ouvrage, mais nous allons y aller progressivement en voyant d'abord le volet politique et sécuritaire, le volet socio-économique, et ensuite nous parlerons des questions d'actualité. Alors, cet ouvrage est préfacé par le président honoraire Joseph Kabila. Pourquoi parle-t-il par personne interposée? Je crois que c'est par souci d'humilité et c'est tout simplement parce que il est souvent difficile de parler de soi-même, d'avoir un regard détaché de sa propre œuvre. Et vous savez, même les évangiles ont été écrits par les disciples, pas par le Seigneur lui-même. Et donc je pense que c'est ce qu'il a fait lui aussi. Il a été curieux de savoir quel est le regard que d'autres pouvaient avoir sur son œuvre, mais évidemment des observateurs avertis
et quelque part aussi des acteurs en même temps qui ont mis la main à la pâte. Et cela lui aura permis sans doute d'apporter personnellement quelques précisions les jours à venir, pourquoi pas. Professeur, dans les titres 1 de votre livre, vous parlez de l'inexistence de l'État à un État républicain. Quelles sont les réalisations concrètes qui motivent cette affirmation? Oui, mais il faut partir de l'idée que en 2001, lorsque le président Joseph Kabila arrive aux affaires, le Congo n'était plus une évidence. Une évidence en tant qu'entité internationalement reconnue, avec un territoire et un territoire et une population, bien sûr, et un gouvernement central. Tout cela était devenu une fiction. Il y avait certes un peuple qui était en errance, mais il y avait un territoire qui était disloqué en morceaux. Nous avions 4 morceaux de territoire. Il n'y avait plus de gouvernement central, parce qu'à la tête de tous ces morceaux-là, il y avait je vous l'ai dit, des roitelets, des gens qui régnaient en maître à la tête des rébellions que vous connaissez. Et je pense que l'autre réalité mieux connue, c'est que derrière ces rébellions, il y avait quand même des armées étrangères, des gouvernements des pays voisins qui sponsorisaient ces rébellions et qui avaient du reste intérêt. Et donc, ces pays-là n'existaient plus que de nom. Et personne ne pouvait parier à sa renaissance, à sa reconstitution dans ces frontières internationalement reconnues. Je me rappelle même qu'il y a certains envoyés spéciaux de pays, de puissances étrangères qui suggéraient carrément au président Joseph Kabila de laisser tomber ses efforts, de vouloir à tout prix réunifier ce pays et de laisser le temps et arranger les choses. Évidemment, il s'était opposé énergiquement à cela et il avait jeté toutes ses forces, les forces de sa jeunesse, dans l'objectif de réunification et de pacification de ces pays, et dans l'objectif de la stabilisation de la situation politique et sécuritaire en vue de permettre justement l'organisation du processus électoral et enfin dans l'objectif de la reconstruction de l'économie nationale et des infrastructures de base du pays. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus à l'évidence. Le Congo existe et d'un trait, on a oublié que cela n'était plus le cas. Professeur, restons sur l'aspect État inexistant. Comme je l'ai dit, l'interview est également pédagogique. Il y a des jeunes générations qui n'ont pas connaissance aussi de l'histoire du pays. Dans l'ouvrage, en faisant le diagnostic du régime Mobutu des décennies 80-90, vous parlez d'un État fantôme. Donc Joseph Kabila hérite de cet État fantôme. Est-ce que vous pouvez nous le décrire brièvement? Quand on parle de l'État fantôme, ce n'est pas mon expression. L'État inexistant, ce n'est pas mon expression. Et l'État défaillant, ce n'est pas mon expression. C'est l'expression des chercheurs, les Heitmann et consorts qui, pour les uns, ont parcouru ce pays, pour d'autres, ont eu des observateurs sur le terrain qui ont renseigné sur l'état exact de la situation au moment où le président Joseph Kabila prenait le pouvoir. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où vous avez un président qui ne sait pas exercer son autorité sur l'ensemble du territoire national, parce que dans la province de l'Équateur, par exemple, il y a
un autre compatriote, Jean-Pierre Bemba, qui est à la tête d'une rébellion qui s'appelle le MLC et qui est soutenue activement par le gouvernement de l'Ouganda et l'armée ougandaise qui avait non seulement des troupes, mais aussi des commandants jusqu'aux épaules les plus galonnées. Vous aviez la partie de l'Ouélé qui était contrôlé par un certain Roger Lumbala, qui était un supplétif, bien sûr, de Jean-Pierre Bemba, avec les MLC à l'Équateur. Vous aviez dans les nord et les sud Kivu, y compris même aussi une bonne partie de l'Ituri, vous aviez les RCD Goma, qui était soutenu activement par le gouvernement du Rwanda, avec des troupes rwandaises en règle sur le territoire national. Donc vous voyez bien que avec ça c'est toute la partie est du pays qui était amputée à la République démocratique du Congo. Et je me rappelle encore, moi qui suis de l'Est, que des parents, des cousins et autres, pour quitter Goma, Bukavu et arriver à Kinshasa, ils devaient passer par 2 pays voisins, donc le Rwanda et le Kenya, prendre des visas pour venir dans leur propre pays à Kinshasa. Je crois que c'est le cas de se le rappeler. Un enfant qui est né après 2001 ne peut pas imaginer que pour quitter Goma, Bukavu, venir à Kinshasa, il doit prendre un visa. Et pourtant, nous avons vécu ça. Alors, professeur, nous l'avons tous constaté, à partir de 2002, le pays s'est réunifié. Quand le président Kabila était au pouvoir, on a vu un parlement travailler en bicéphale, des élections organisées, ce qui n'a pas été possible dans les années 90, malgré la conférence nationale souveraine. Quelle a été la stratégie de Joseph Kabila pour y parvenir? Moi, je pense que la force de traction, c'était d'abord son identité idéologique. Joseph Kabila est le fils de son père, c'est un nationaliste, patriote, et dont le rêve premier est d'abord de préserver l'héritage hérité des pères fondateurs de ce pays. Et cet héritage, c'est d'abord l'unité de ce pays. Le Congo dans ses frontières internationalement reconnues. C'est le premier élément de cet héritage. Le deuxième élément, c'est la coexistence pacifique de cette mosaïque d'ethnies et de peuples qui composent la République démocratique du Congo. Et le troisième héritage, bien sûr, c'est ces ressources du sol et du sous-sol qu'il convient de fructifier afin d'améliorer le vécu quotidien de la population congolaise. Et donc là, déjà cette idéologie nationaliste a été pour beaucoup par rapport au choix qu'il a dû faire. Ensuite, il ne faut pas oublier que il y a sa foi en la démocratie. Sa foi en la démocratie. Le premier élément lui a permis de faire le choix entre gagner la guerre ou gagner la paix et réunifier le pays. Sa foi en la démocratie l'a amené devant un choix qui consistait à dire mais je suis déjà au pouvoir, est-ce nécessaire encore de démocratiser ou bien je fais tout pour m'y maintenir? Et là il a fait le choix plutôt de lancer le processus démocratique et nous en savons les fortunes heureuses, n'est-ce pas? Les cycles électoraux organisés avec aujourd'hui en prime la première alternance pacifique du pays. Et donc je crois que il y a eu cette force idéologique, mais il y a eu aussi
effectivement un mode opératoire qui est attaché à sa gouvernance, c'est le dialogue. Il a foi dans les dialogues et il pense qu'il n'a pas de raison de ne pas faire confiance à ses concitoyens lorsqu'il s'agit de rebâtir ce pays, lorsqu'il s'agit de préserver ce qui unit tous les Congolais par rapport à ce qui les sépare. Et voilà pourquoi je crois que de la même manière qu'il est entré et qu'il a su mener les travaux d'Hercule par les dialogues, il a su inspirer la confiance même à ses adversaires les plus farouches. Et c'est de la même manière qu'il est sorti et qu'il garde cette sympathie, n'est-ce pas, de la population. Et il reste redouté, évidemment, par ceux qui le connaissaient assez mal. Professeur, je vous cite, vous dites matérialiser la démocratie pluraliste en RDC fut pour Joseph Kabila Kabange un effort de restauration de la dignité du peuple congolais en lui restituant son État qui lui fut confisqué par l'oligarchie du impère. Alors, le pays est réunifié. Nous avons les premières élections en 2006. À ce moment-là, on sait que le président Joseph Kabila est sous plusieurs pressions, internes comme externes. Une fois de plus, comment s'y est-il pris pour qu'on en arrive à avoir ces élections et pour la première fois en RDC? Il faut partir de l'idée que la source de la crise politique dans ces pays remonte en 1960. En 1960, et c'est quoi cette source-là? C'est cette légitimité brisée. Vous avez des élections qui ont été organisées avec l'appui de la puissance coloniale et qui ont dégagé une volonté